en gras, salé, sucré. Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Merci d'être avec nous, les 8h43, pardon. Et c'est le duel politique, Natacha Polony, directrice de Marianne, et Philippe Bilger. Oui, avec cette actualité de la semaine, et donc le sort en a décidé autrement, c'est ce que je disais, et Emmanuel Macron a ouvert son conseil des ministres avec cette petite phrase, cette semaine, conseil spécialement consacré donc à la reconstruction de Notre-Dame, alors que l'autre grand dossier, c'est évidemment les annonces de l'après-grand débat. Natacha Polony. Alors, il faut bien admettre qu'Emmanuel Macron n'a pas de chance. Parce que là, c'est pas de bol. Ça avait été travaillé, cette sortie de grand débat. Alors, vous croyez qu'il n'a pas de chance, ou au contraire, certains disent qu'il peut avoir de la chance avec ça? Non, moi je pense que ça n'est pas de bol, tout simplement parce que là, ça a tué l'effet qui était travaillé par ces communicants de sortie, de mise en perspective de ce grand débat avec cette espèce d'esbrouf, comme si les mesures qu'il allait nous annoncer étaient énormes. Comme elles sont sorties dans la presse, on a eu le temps de les analyser, donc l'illusion de quoi que ce soit d'important a totalement disparu. Là, ça va être très difficile pour lui maintenant de nous faire croire qu'il y a réellement une réponse à la sortie du grand débat. Oui, Philippe Bilger. Moi, j'ai été naïf, en fait, parce que j'imaginais qu'au cours de cette journée exceptionnelle, où tout de même on avait un télescopage très étonnant entre une attente politique forte et la tragédie de Notre-Dame, qu'il y aurait peut-être après une sorte, non seulement d'union nationale, elle a existé quelques heures, mais une sorte de pacification démocratique. Je me suis complètement trompé, c'est reparti. Et Emmanuel Macron, bien sûr, ne peut pas changer la nature de ses annonces, on les connaît, mais il peut intégrer, me semble-t-il, dans son nouveau discours, les critiques, voire je dirais les contradictions qui sont apportées aux annonces qui ont déjà été évidemment communiquées. Mais cher Philippe, il peut apporter ce qu'il veut, ce sera à la marge. Oui, c'est-à-dire oui, que ce qu'on comprend en voyant les mesures qui ont fuité pour l'instant, c'est ce dont on se doutait d'ailleurs. Emmanuel Macron, bien sûr, ne sort pas de son propre cadre. Donc la majorité de ce qu'il annonce, ce sont en fait des mesures qui étaient déjà dans son programme, des mesures qui étaient déjà lancées. Il nous resserre sa réforme institutionnelle. Il nous resserre différentes formes on va dire, de replâtrage pour le pouvoir d'achat. Il n'y a rien qui permette de réellement insuffler une dynamique, de réellement changer les choses. Ce qu'a montré cette crise, c'est tout de même, à mon avis, deux choses essentielles, c'est-à-dire l'impression d'abandon de la part de toute une part des territoires français qui se sont en fait vidés de leur vie, de leur substance, c'est-à-dire des emplois, puis ensuite de leur richesse. Mais il en a conscience, qu'il en ait conscience, c'est très gentil, on est heureux qu'il en ait conscience. Ça n'est pas... Non, mais ça a été dit tout le temps, Natacha. Ça a été dit, mais regardez dans les mesures, est-ce que vous voyez quoi que ce soit qui soit en mesure d'enrayer cette dynamique? Non. Sinon, les hôpitaux et les écoles qui ne seront plus supprimés. Mais tant qu'il n'y aura plus d'emplois, il y aura pas de gens qui s'installeront là. Mais le problème, on voit bien toute l'ambiguïté. Les Gilets jaunes et d'autres souhaitaient au fond un nouveau début du quinquennat. Quelque chose qui relance radicalement le quinquennat. Et Emmanuel Macron ne pouvait pas toucher au socle qu'il a déjà mis en place depuis son élection. Donc c'est un peu ça ce qui peut vous donner, Natacha, probablement l'idée que c'est inférieur à ce qu'on attendait, quoi. Parce que il ne pouvait faire que des variations sur un socle auquel il ne veut pas toucher. Mais il y a un moment où on peut faire sa révolution. Regardez, nous on publie dans Marianne là un gros dossier parce que c'est l'anniversaire du référendum de 69, le référendum qui a dit non à De Gaulle, référendum sur la régionalisation et la participation. Et quand vous regardez ce que c'était réellement que ces dispositifs, mais la France a perdu 50 ans en ne votant pas cela. C'est-à-dire que la participation qui était un vieux rêve de De Gaulle, ça bouleverse la structure même du capitalisme. C'est-à-dire que tout à coup, les instances de décision dans les entreprises sont modifiées. Mais c'est totalement révolutionnaire. Or ça, vous n'avez absolument plus ce genre de choses depuis des années qui soient proposées. Et Emmanuel Macron aurait pu avoir cette vision totalement révolutionnaire. Il aurait pu essayer d'inventer quelque chose qui bouleverse les rapports de force, les rapports de classe. Non, il révolutionnaire, Natacha,
n'exagérons rien. C'était le titre de son livre, Oui, Révolution. non, On attend toujours. Non, mais c'est au sujet de la participation. Les syndicats, vous savez comment ils qualifiaient cette politique de participation. Si c'est révolutionnaire, moi je le suis aussi. Hein. Non, pardon, les syndicats étaient contre parce qu'ils se focalisaient sur le pouvoir d'achat, comme d'habitude, c'est-à-dire sans comprendre que la question n'est pas d'augmenter un petit peu à la marge, plus ou moins, le pouvoir d'achat, mais de changer ce qui permet de décider les orientations du pays, c'est-à-dire de redonner le pouvoir au peuple, aux citoyens. La France est trop crispée pour accepter la participation, qui était une bonne idée. Mais je vais lire avec beaucoup de plaisir dans Marianne, j'avais lu par ailleurs que De Gaulle avait clairement répondu à Malraux sur ce plan-là, que c'était suicidaire de sa part, qu'il voulait en quelque sorte obscurément perdre. Non, pardon, mais quand on écoute son discours, le dernier discours avant, on s'aperçoit que non. Et alors, après, que ce soit totalement apocryphe, différentes idées sur le côté suicidaire, non, parce que quand on regarde toute la trajectoire idéologique de Gaulle, on comprend. Enfin bon, on n'est pas là pour disserter sur De Gaulle. Mais c'est très intéressant de comparer les figures politiques. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Il doit revoir sa copie, c'est ce qu'il va faire selon vous ou pas? Mais Patrick, il faut qu'il profite de ce délai que la tragédie lui a apporté pour intégrer dans son discours, et il le fera. Il répondra à des objections. Mais Philippe, il a eu 5 mois. Il a eu 5 mois. Donc là, il va avoir une semaine de plus. Ça va changer quoi si de toute façon, en 5 mois, il n'a toujours pas compris ce qui s'était passé dans le pays? Non, mais Natacha, moi, je ne discute pas la nature des annonces. Je suis moins sévère que vous dans ce domaine. À partir du moment où il va avoir, peut-être, va-t-il parler mardi, il ne doit pas attendre trop longtemps. Il aura que la ressource intellectuelle, mais qui n'est pas négligeable, d'intégrer tout ce qu'il entend depuis que on a laissé fuiter dans les ministères les annonces qu'il se proposait de faire. Ce sera à la marge. Alors, comme il est intelligent, il modifiera en effet à la marge, il trouvera peut-être un coup, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise un peu dans ces annonces quand même? On peut quand même dire, par exemple, on a parlé de l'ENA. L'ENA, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tout le monde a identifié qu'il y avait un énorme problème de confiscation du pouvoir par la technostructure. Et ce qu'il semble proposer, d'après les informations qu'on a pu avoir, c'est pas de supprimer l'ENA, ce qui aboutirait à ce que ce soit remplacé immédiatement par une autre technostructure. C'est de faire en sorte que l'ENA devienne une école dans laquelle on va intégrer des gens qui ont déjà un parcours, qui ont déjà vu ce que c'était que le terrain. Ça me semble très intéressant. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est une réforme de long terme, tant mieux, mais ça prendra énormément de temps. Les Gilets jaunes, c'est pas ce qu'ils réclamaient sur vraiment la suppression de l'ENA et puis une mesure de long terme. Mais enfin, il y a une différence entre les appétences des citoyens qui voudraient que ça se fasse tout de suite et ensuite la traduction que l'on peut en donner de la part de politiques qui, eux, sont chargés justement d'agir sur le long terme. Donc pour une fois qu'il fait du long terme et qu'il ne nous explique pas qu'il va tout faire en 5 ans, comme Notre-Dame, on peut se réjouir. Mais Natacha, vous m'apprenez quelque chose. Si ça n'est pas la suppression de l'ENA ou de l'École nationale de la magistrature, je ne pleurerai pas en ce qui me concerne. Forcément, sur les magistrats. Ils veulent aménager, donc si je comprends bien, ils veulent intégrer ce qui me paraît très intéressant. Ce sont les informations qu'on a eues pour l'instant. Oui, et Sacha Houlier qui était invité hier et qui... Il l'a dit. Il a dit que on va pas, puisque lui fait partie du comité des parlementaires qui participent donc au bureau de l'ENA, et il a dit précisément qu'il n'était pas question de supprimer l'ENA, mais de réformer. En tout cas, lui, il allait plutôt dans ce sens. Jacques est avec nous. Oui, au 0826 300 300. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, il nous appelle de Toulouse. Oui. Oui, bonjour. Alors, j'ai entendu un petit peu vos deux débatteurs. Écoutez, moi je pense concernant donc les solutions d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas une marge de manœuvre très importante. Pourquoi? Parce que d'une part, il a laissé enquister le problème des gilets jaunes alors qu'il aurait pu le résoudre très très rapidement. Aujourd'hui, quelles que soient les mesures qu'il peut envisager, seront toujours perçues comme des mesurettes, des mesures qui n'auront pas véritablement d'effet. Et puis
du point de vue, je dirais, économique et social, c'est vrai qu'il y a une marge de manœuvre très réduite. Mais au-delà de ça, je pense que le vrai problème ne se situe pas là. Le problème se situe au niveau de la représentativité et de la considération que les gens sont en droit d'attendre. La représentativité, elle vient le manque de représentativité, de mon point de vue, il vient du fait que on nie aux gens la possibilité d'avoir une alternative. C'est-à-dire qu'en permanence, on impose au débat public, je dirais, les positions, dominantes, le discours dominant comme étant la seule, donc le discours macroniste en fait, et les solutions macronistes comme étant la seule solution possible. Ouais. Tout le reste est renvoyé et jeté aux orties. C'est-à-dire qu'on vous dit que toutes les autres possibilités sont des solutions non envisageables. Donc, c'est une forme les gens perçoivent ça comme une forme de rejet. De rejet de leurs propres aspirations. Ouais. Et tant qu'on procédera par excommunication, c'est-à-dire du débat, que ce soit les thèses de la France insoumise ou celles du Rassemblement national, et qu'on ne considérera que comme acceptables les thèses admises, c'est-à-dire tant que les gens auront le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas avoir leur mot à dire, je dirais que les problèmes perdureront. Merci Jacques. Natacha Philippe, ce que dit Jacques, donc c'est qu'on ne prend pas suffisamment en compte les revendications des uns et des autres. C'est même pire que ça, c'est que quelles que soient les demandes et les revendications, on propose systématiquement la même politique, parce que de toute façon, ça fait 20 ans qu'on nous explique que faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire de la concurrence qui ne soit pas faussée, non, c'est pas possible. Faire un peu de dette parce que ça permettrait d'investir, non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. D'évaluer, non, c'est plus possible. Vous voyez, il y a tellement d'interdits que plus aucune possibilité de changement ne peut se faire jour. On n'est même pas obligé d'aller jusque-là, me semble-t-il. Je le rejoins totalement. Évidemment, le pouvoir d'achat pèse la misère, la quotidienneté difficile, voire douloureuse, mais la représentativité est fondamentale. Ouais. Et là, je le rejoins. Moi, j'aurais attendu, il y a déjà un peu de proportionnel, il y a la réforme, la réduction du nombre. Vous attendez à ce que ça aille plus loin. Ah oui, parce qu'il y a une différence radicale entre le pays réel et le pays parlementaire. Oui. Merci Philippe Bilger, Natacha Polony, Marianne. Donc, mieux que rebâtir, ne pas détruire ces autres trésors qu'on laisse partir en fumée. C'est le grand dossier avec Natacha Polony à la plume évidemment, et puis beaucoup d'autres dossiers à lire dans Marianne ce week-end. Marianne qui se porte pas mal dans un contexte qui est difficile, comme Sud Radio. Exactement. Qui n'arrête pas de gagner des auditeurs, des progressions époustouflantes. On en reparlera.